Bienvenue à Guernesey, cette petite île qui fait partie de l'archipel anglo-normand situé à moins de 40 km des côtes françaises. Un monde à part, hors des modes et du temps, où ses paysages d'une étonnante diversité invitent à la flânerie au plus près de la nature. Où l'État y cultive son passé et ses légendes, ainsi le vieux patois normand y est toujours pratiqué, tandis que les fées et sorcières trouvent une place importante dans l'imaginaire des Guernesiais. À travers ce reportage, vous pourrez nous suivre sur les traces des légendes guernesiennes. De l'époque néolithique aux dernières traces de l'occupation allemande, vous y découvrirez toutes les légendes encore vivantes de l'île. Au XIIIe siècle, jusqu'à la fin du XIXe, avait lieu tous les ans autour de l'île une procession conduite par le roi dont le but était d'évaluer l'état des routes. À un endroit précis où la procession devait passer, avait été ordonné qu'une table soit aménagée pour permettre le repos des pions. Elle devait être ronde, recouverte d'un linge, avec du pain et du vin mis à leur disposition. Nous sommes ici à la table des pions, qui fait référence aux pions du Moyen-Âge, des écuyers à pied qui accompagnaient les seigneurs lors de l'inspection des routes. Mais les anciens lui confèrent un tout autre nom, l'anneau des fées. Selon eux, dans des temps anciens, l'anneau était réputé pour être un lieu de rencontre des fées et des sorcières qui s'y retrouvaient les nuits de pleine lune pour y danser autour toute la nuit durant. D'ailleurs, c'est suite à cette légende qu'on raconte aujourd'hui que si l'on fait 3 tours autour de l'anneau en faisant un vœu, les fées l'exaucent. Eh bien, vous savez quoi, je vais le faire. On va voir si ça se réalise et je vous ferai un petit récap de tout ça. La table des pions est connue pour être un site très fréquenté les jours de sabbat. Nous pouvions quitter l'île sans tenter d'assister à ce rituel. Et il se trouve que ce vendredi-là, la pleine lune était de sortie, des conditions privilégiées pour les sorcières de Guernesey. Mais dans les traditions les plus anciennes, le sabbat avait plutôt lieu le samedi, à la veille des fêtes chrétiennes. Celui-ci est célébré de nuit, dans une clairière, une lande, près d'une source ou d'une fontaine, ou en un lieu offrant une particularité topographique, telle que le sommet d'une colline, ou encore un lieu connu depuis la préhistoire comme un dolmen, mais toujours dans la nature et en contact avec elle. Un cercle de pierre à l'intérieur duquel aura été exécutée une danse rituelle reste la seule trace tangible laissée par les participants au sabbat. Cette danse au paléolithique devait sans doute conduire les participants à un état proche de la transe de type chamanique. Omar, t'as fait un bruit? T'as fait un bruit? Moi j'ai soufflé là. T'as soufflé comment? Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Les cultes des religions païennes n'ont rien à voir avec le satanisme. C'est le christianisme qui voudra y voir le diable, qui l'assimilera à ce que les anthropologues appellent le dieu cornu. En 1303, l'évêque de Coventry sera accusé de sorcellerie. Et c'est à partir de là que l'Église utilisera pour la première fois le terme de diable à propos du dieu cornu. J'ai vu un truc clignoter par là. Une bestiole. Ouais, peut-être. Ça s'est refait dans les yeux d'une bête. Ouais.
Malheureusement pour nous, ce soir-là, aucune trace de sorcière ni de sabbat. Mais nous savons de sources sûres que ce rituel perdure encore aujourd'hui à Guernesey. Alors peut-être n'étions-nous pas tout simplement au bon endroit, au bon moment. Le creux Esface est un monument néolithique datant de moins 4000 à moins 2500 avant Jésus-Christ. Il servait à cette époque de tombe afin d'aider les défunts dans leur passage vers le monde des morts. Mais la légende guernesienne nous raconte une toute autre histoire. Ce monument était le passage vers le monde des fées. Les fées rejoignaient tous les soirs de pleine lune les sorcières au dolmen du Trépied sur le mont Caturoc, distant de 1 km. Elles dansaient alors ensemble, chantant « Kiou, c'est Marie-Liou » pour se moquer du sanctuaire de Notre-Dame, se trouvant sur l'île de Liou, juste en face. Liou est une île anglo-normande. Elle est située à l'ouest de Guernesey, à laquelle elle est reliée lors des marées basses de printemps. Elle a une superficie de 20 hectares, pour une longueur totale de 500 mètres. Très sauvage, elle fait partie du programme de conservation de la nature de Guernesey, une étape privilégiée pour les oiseaux migrateurs. Les premières traces d'habitation remontent à 933 avant Jésus-Christ par la découverte d'objets mésolithiques et de tombes néolithiques sur le continent voisin, récupérées dans les fouilles archéologiques en 1990. Selon la légende, les tombes néolithiques proches de Liou étaient un lieu de rencontre pour les sorcières locales et les fées. Ces légendes, alors très présentes dans le folklore guernesien, conduiront l'église à bâtir un prieuré dédié à Sainte Marie au XIIe siècle. Enfin, pendant l'occupation, Liou a été utilisé comme terrain d'entraînement par l'artillerie allemande, ce qui provoquera l'effondrement du prieuré. Nous voici maintenant au dolmen du Trépied. Il fait écho au creux Esface de tout à l'heure. C'est un monument qui date de la même époque, moins 2500 à moins 4000 avant Jésus-Christ. Par contre, celui-ci est un peu plus petit, il fait 5,5 mètres. Et un fait intéressant, 12 pierres entourent le creux Esface, 12 pierres composent le dolmen du Trépied. Les sorcières, pour vouer leur culte à leur maître, qui était apparemment le diable, dansaient le soir du sabbat autour du monument, pendant que le diable déguisé en chèvre noire ou en chat noir se situait au-dessus du dolmen. C'est tout pour la légende guernesienne qu'on a sur ce monument, mais sachez-le, les sorcières sont très présentes à Guernesey et on va pouvoir en faire tout un tour pendant tout notre reportage.
Un black dog, ou chien noir, est un spectre canin présent principalement dans le folklore anglo-saxon. C'est une créature nocturne, il est décrit comme un chien sauvage et terrifiant, semblable à un chien domestique, mais de taille plus imposante, avec une épaisse fourrure noire et doté de terribles yeux rougeoyants. Son apparition est considérée comme un présage de mort. Sur l'île de Guernesey, la légende fait référence à 2 types de chiens noirs. L'un nommé Chico, sans tête, qui est censé être le fantôme d'un ancien bailli de Guernesey, Gauthier de la Salle, qui fut pendu sur de fausses accusations. L'autre, connu sous le nom de Baudu et apparaissant le plus souvent au sud-ouest de l'île, annonce la mort de l'observateur ou de l'un de ses proches. L'origine du chien noir est difficile à établir. Nous supposons qu'elle émerge de la culture celtique ou germanique. Depuis l'Antiquité, dans la mythologie européenne, les chiens étaient associés à la mort, à l'image du Cerbère, qui était le gardien du monde souterrain. Guernesey regorge de vestiges néolithiques. Ces tombeaux, témoins d'un passé lourd en légende, méritaient bien qu'on s'y attarde. Le dolmen de Deus est un monument mégalithique situé dans la paroisse du Clos du Val. Son nom vient probablement du vieux norrois « dis » qui signifie dolmen. Il est enfoui sur un tumulus large d'une vingtaine de mètres de diamètre et limité par de larges blocs de pierre. L'entrée se trouve au nord-est. Un trélite encadre l'entrée composé d'une structure mégalithique de 2 pierres verticales et d'une 3e placée horizontalement au-dessus des 2 premières. Le couloir est long, de 3 mètres avec 1 mètre de large. La couverture comprend plusieurs dalles, dont l'une qui a été gravée et qui représente la silhouette d'un homme barbu. Est-ce un simple mortel ou une divinité? Ce dernier est considéré en tout cas comme le gardien du tombeau. Le couloir donne sur 6 petites chambres, parfaitement conservées. Dans la plus basse couche du sol, dans l'argile jaunâtre, furent découverts des squelettes humains, des os divers, des pierres taillées, des outils en os et des fragments de poterie. Le site mégalithique des Fouaillages relève de 2 périodes chronologiques. La plus ancienne débute vers 4500 avant Jésus-Christ, soit un des plus anciens sites mégalithiques d'Europe. À cette époque de la construction des dolmens, les îles anglo-normandes ont commencé à se séparer du continent par l'élévation du niveau des mers. Ce tumulus néolithique est le seul type dans toute l'Europe occidentale. Plus de 35 000 vestiges y ont été trouvés, des silex, ornements, outils et autres poteries. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, une structure en bois fut construite, probablement pour un sanctuaire. Enfin, à l'âge du bronze, la structure a été recouverte d'une longue butte de 35 mètres de long. Le site continua à être utilisé jusqu'en 1200 avant Jésus-Christ, puis fut abandonné et totalement recouvert par le sable de la plage soulevé par le vent venu de la mer. Situé à quelques mètres des Fouaillages, la Plate-Mare est un dolmen abritant une chambre funéraire. La chambre mégalithique simple est recouverte d'une seule clé de voûte datant de l'âge du bronze, environ 2500 à 1800 avant Jésus-Christ. Des traces d'un cercle entourant les pierres d'une dimension de 5 mètres de diamètre sont encore visibles. Une dalle a une rangée courbe de 12 cupules, dont seulement 7 sont visibles au-dessus du sol. Le nombre 12 s'apparentant très vraisemblablement à un usage astronomique. Straight up that hill, see that tall monument? Yes. To the left of that big green mound, that's one there. You can go in that one. It's a big one, you can walk in it. Ah ok, ouais, yes, c'est la vanne. Ok, thank you. Situé à seulement quelques mètres du site des Fouaillages, le dolmen de Lavarde reste le plus grand monument mégalithique des îles anglo-normandes. Ce site archéologique date de la période néolithique. Il fut découvert en 1811 lors d'exercices militaires, car il était enfoui sous un tumulus situé sur une butte dominant la mer de 14 mètres d'altitude. Le dolmen se compose d'une chambre de 10 mètres de long en forme de V. Il mesure 3,6 mètres de large au fond. L'intérieur atteint un maximum de 2,1 mètres de haut. L'entrée est à l'est.
les pierres de soutien appuient 6 couronnements qui diminuent en taille d'ouest en est. Plusieurs pierres géantes pèsent entre 10 et 25 tonnes. Les premières fouilles ont révélé des morceaux de 2 ou 3 poteries, des restes d'ossements humains, mais aussi une plaque de bronze. On pense que le site fut habité entre 3500 et 2000 ans avant Jésus-Christ. La grand-mère du cimetière est une stèle en granit anthropomorphe. Située à la porte de l'église paroissiale de Saint-Martin, elle est une figure païenne de mère nature. Enterrée de 50 cm, elle mesure 1,65 m hors sol. Dite aussi grand-mère du cimetière, de nombreuses légendes et histoires l'entourent. Mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, ni d'où elle vient. Ce qui est connu, c'est qu'elle semble être la jumelle d'une autre statue qui se dresse dans l'enceinte de l'église Castel. Et toutes les deux ont été sculptées à une époque pré-chrétienne, il y a environ 4000 ans. Selon la tradition, elle apporterait bonheur et fertilité aux jeunes mariés. En 1484, le pape Innocent VIII promulgue la bulle papale Summis Desirantes Affectibus, qui autorise l'Inquisition à agir en matière de sorcellerie. Dès lors, les procès suivis de bannissements ou d'horribles exécutions se multiplient à travers toute l'Europe. La peste, qui a sévi durant des siècles, finit par faire son apparition vers 1554 sur les îles anglo-normandes. Cette maladie était considérée à cette époque comme ayant une origine surnaturelle, voire diabolique. La chasse aux sorcières battra son plein durant un siècle, jusqu'en 1649, où des dizaines de personnes innocentes y laisseront la vie. De nombreux habitants des îles anglo-normandes préféreront quitter ce climat délétère pour émigrer dans les colonies anglaises aux Amériques. Les sorcières de l'archipel suivront également le mouvement et finiront par trouver refuge dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, du nom de Salem. Mais l'Inquisition ne tardera pas à gagner le Nouveau Monde, et moins de 50 ans plus tard, aura lieu dans cette même ville le plus tristement célèbre procès pour sorcellerie qui se soldera par l'exécution de 25 personnes. Nous sommes à Saint-Peter Church, où Colette Dumont a été brûlée pour sorcellerie. En 1616, le révérend Jean Perchard perdit sa femme. Dès lors, Colette Dumont, accusée de sorcellerie, avoua effectivement sous la torture avoir tué la femme du révérend, mais elle avoua aussi avoir tué le révérend Dolbel en 1605. Le 4 juillet 1617, Colette Dumont ainsi que ses filles Isabelle et Marie Beckett furent brûlées, accusées toutes trois de sorcellerie. Toutes ces légendes de l'île ayant trait à la sorcellerie ne pouvaient être que du simple folklore issu de l'histoire guernesienne. C'est en discutant avec Dary Laugier, historien et archiviste de l'île, que nous apprenions que Guernesey avait été jadis un haut lieu de l'occultisme et de la magie noire. Pour nous aider dans notre recherche, il nous conseillait de visiter la Prio-Librairie, une bibliothèque où, selon lui, étaient stockés 3 livres originaux traitant de sorcellerie et de magie noire. Le premier de ces livres est De Occulta Philosophia, un ouvrage écrit par Cornelius Agrippa, considéré en son temps comme un savant occultiste. Selon lui, la magie alors considérée comme fantasque et superstitieuse avait sombré dans un chaos de formules incompréhensibles par ceux qui les utilisaient et devait dès lors être reconstruite en un ensemble cohérent de connaissances, conçu comme une renaissance de la sagesse des anciens. Agrippa répartira dans son ouvrage la magie en 3 classes.
la magie naturelle qui dépend des forces élémentaires ou naturelles, la magie céleste ou astrale qui repose sur l'influence des astres, et la magie spirituelle, démoniaque ou cérémonielle, qui dépend de l'aide apportée par les êtres nommés anges, démons ou intelligences. De Occulta Philosophia développe une théorie et une pratique talismatique notamment basée sur les carrés magiques. Dans l'occultisme et la magie occidentale, les carrés magiques constitués de nombres associés aux planètes et aux puissances angéliques sont utilisés pour construire des sceaux ou des symboles d'une énergie associée à une entité céleste ou physique. Cet ouvrage majeur influencera toute une génération d'hermétistes et de magiciens du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Le second livre est un grimoire dit de magie, le Petit Albert, et pourrait bien avoir été écrit par saint Albert le Grand, né autour de 1193, théologien et professeur d'université à la Sorbonne. Aujourd'hui canonisé, il laissera son nom à la place Maubert à Paris, initialement appelée la place du Maître Albert. Le Petit Albert sera imprimé en France pour la première fois en 1668, et il est associé à un ouvrage jumeau, le Grand Albert. Apporté jusqu'au plus petit hameau dans les sacoches des colporteurs, il représente un succès d'édition phénoménal, malgré sa réputation très sulfureuse. D'ailleurs, la réaction de l'Église catholique au XIXe et au début du XXe siècle sera extrêmement négative, assimilant les deux Albert à de la magie noire. Les légendes fleurissent alors, on dit que le diable cherche à reprendre ses livres, on prétend aussi qu'il est dangereux de le détruire soi-même, et qu'il est plus sage de le confier à un prêtre pour s'en débarrasser. Pourtant, le livre ne contient aucune invocation directe du diable, ni aucun projet affiché de nuire gravement à son prochain. Les recettes de cuisine et de vie pratique occupant la plus grande partie de ces pages, on y trouve entre autres de la magie sexuelle pour rendre une personne plus ou moins disposée, des moyens d'améliorer la production agricole, des recettes de vin herbé, des recettes de savon, ou encore la fabrication d'une main-gloire, chandelle faite à partir d'un bras humain arraché à un pendu, et utilisée par les cambrioleurs pour terrifier les habitants de la maison s'ils sont surpris. Toutefois, si on veut creuser la question, on remarquera qu'il vise la puissance, et que celle-ci peut toujours être utilisée en bien ou en mal. Il est désormais temps pour nous de quitter la Prio Librairie pour nous retrouver dans une petite rue à Saint-Petersburg, non loin d'ici, une rue classique ressemblant à beaucoup d'autres dans la ville, mais qui a la particularité d'avoir été le théâtre d'une bataille peu commune, mais extrêmement sanglante. Guernesey a souvent été le théâtre de plusieurs tentatives d'invasion ces 2000 dernières années. Une d'entre elles nous intéresse tout particulièrement. En 1372, Owen de Galles lance contre Guernesey une sanglante invasion qui pourrait être à l'origine d'une célèbre légende de l'île. Cette dernière dit que le roi des fées aurait mené une grande bataille et capturé toutes les femmes de Guernesey. La rue que nous arpentons aujourd'hui fut le théâtre de cette ultime bataille, entre les hommes et les fées. La violence des combats était telle que la route fut totalement recouverte par le sang des victimes. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la rue porte le nom de rue Rouge. Durant la Seconde Guerre mondiale, les îles anglo-normandes furent militairement occupées par l'Allemagne, ce qui fit d'elles les seuls territoires des îles britanniques à avoir été envahis par la Wehrmacht. La population de Guernesey fut totalement évacuée et l'île d'Aurigny, quant à elle, fut transformée en vaste camp de concentration. Y voyant un intérêt stratégique de par sa situation géographique, Hitler décidera que 10% de l'acier et du béton dédié à la construction du mur de l'Atlantique devra être affecté à la fortification des îles. Ces dernières deviendront de véritables places fortes. Cet hôpital souterrain allemand, établi à Saint-Andrew, demeure un exemple tangible de la démesure commanditée par Hitler. Cet édifice fut construit en partie par de simples esclaves civils russes et enrôlés de force pour la plupart en Ukraine. Beaucoup d'entre eux, épuisés et dans des conditions d'hygiène déplorables, perdront la vie dans ces quelques 7000 m² de galeries. Nous ne pouvions quitter Guernesey sans visiter cette incroyable structure souterraine qu'est l'hôpital allemand. Un hôpital qui a été l'objet de tant de souffrances, aussi bien pendant sa construction que son exploitation, mais aussi lors de sa libération. À notre grande surprise, les quelques heures que nous y avons passées, sur ces 2 jours de visite, nous ont malgré tout permis de vivre des événements plutôt étranges, mais aussi d'enregistrer des sons qui nous font nous poser des questions.
Bonjour, on se présente, on est Christophe, Omar et Marguerite. On est des Français en visite sur l'île de Guernesey. On sait qu'il y a eu pas mal de blessés français allemands, qui ont été amenés ici. Peut-être que vous arrivez quand même à nous comprendre. Est-ce qu'il y aurait une personne qui souhaiterait s'approcher en fait de nous pour nous laisser un message, soit sur le dictaphone, soit s'approcher du boîtier noir que je tiens dans la main gauche. Si vous approchez, ça va allumer en fait les lumières. C'est grésille. Vous avez entendu le... Soupir, ouais. C'est en passant par là. Je sais pas, ça avait l'air de venir de partout. Je vais refaire le chemin. Je vais essayer de vous prendre en photo. Est-ce que vous pourriez apparaître sur un cliché? J'ai repris un vieil appareil photo, ce qui ne se fait plus maintenant, pour essayer de vous aider à peut-être mieux vous inscrire sur une pellicule grâce à la chimie. Est-ce que vous pourriez essayer de vous inscrire, s'il vous plaît? Non, c'est qu'on a fait une photo, il me fait rentrer très bizarre. Il aurait dû, parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, il aurait dû soit déclencher le flash automatique, parce qu'il sort par le haut. Donc là, c'est qu'il a pris, mais par contre, l'obturateur, en fait, c'est comme si c'était mis La pause était très longue. en une pause très très longue, ce qui il n'est pas réglé comme ça. Mon appareil, c'est fini là. J'ai plus de batterie du tout. Ah ouais. Alors, Et moi, il me restait les 2 tiers. De toute évidence, il y a du monde ici. Enfin, il y a des gens, ils sont décédés, donc... beaucoup de monde est décédé ici.
Il faut savoir que c'est lors de la réécoute que nous avons entendu ces bruits que nous assimilons à des coups de feu. Aucun de nous ne les avait entendus sur place. Ouais, ça sent Sur un parfum de vieilles fleurs. de vieilles roses, mais ça fait un peu parfum de cheap. Je sens un peu l'odeur depuis le début. Non, il y a une grosse odeur de parfum, ouais. C'est assez paradoxal, C'est assez paradoxal. parce que c'est pas vraiment l'endroit où on peut ressentir des odeurs de fleurs, je pense. Plutôt de moisissure. Je ton analyse sur ce qu'on a ressenti ou pas. C'est troublant en fait, parce qu'au final, une analyse là-dessus, c'est le lieu est tellement fort de par l'histoire que de toute façon, en tout cas, en tant qu'être humain que je suis moi, émotionnellement, je suis touchée de toute façon. Parce que quand on connaît l'histoire, on se dit juste que ces murs sont imprégnés de sang, de gens qui n'ont rien demandé du tout en fait. Et sans compter l'odeur présente qu'il faudra réussir à comprendre quand même, une espèce d'odeur de rose. De rose, et j'arrive pas à me la comprendre, je l'ai sentie à plusieurs reprises. Et honnêtement, j'arrive pas à comprendre parce que les murs ne sentent absolument pas la rose, et à aucun moment. Qu'est-ce que t'en as pensé, Omar? C'est vrai que c'est impressionnant comme lieu, si tu penses plus aux gens qui ont construit, qui ont participé à la construction de cette structure de 7000 m². Ça a pris 3 ans et demi. On imagine qu'il y a dû y avoir des dizaines, des centaines de morts ici. Indépendamment de tous les soldats, je passe essentiellement soldats allemands, mais il y en a beaucoup qui sont décédés ici, surtout qu'on a vu que la morgue dans la deuxième section a une taille assez conséquente. Ici, il y a une odeur persistante de moisissure. Ouais, de cave quoi. De cave humide. humide. De cave, le lieu existe depuis 1940. Les matériaux sont en train de pourrir, on a vu des poutres moisies, du bois moisi, mais il n'y a rien qui pourrait, il n'y a pas de plantes. On est dans un espace souterrain bétonné et il n'y a rien qui puisse expliquer une senteur de rose ou de parfum féminin. Donc ça reste Très présente. Ouais. Ça reste un mystère. Très présente, mais pas partout. Non, c'était vraiment des endroits bien spécifiques et c'était vraiment suite à la requête de Marguerite pour demander si quelqu'un pouvait se présenter, une femme spécifiquement, parce qu'on sait qu'ici, ça fait historique que dans cet hôpital, il y avait essentiellement des infirmiers hommes. Ouais. Et il y avait une vingtaine de femmes qui travaillaient également dans ce bâtiment. Donc, est-ce que c'était l'une de ces femmes qui a souhaité se présenter? On n'en sait rien. Il y a des gens qui racontent qu'un soldat allemand errerait ici. Ainsi qu'une femme, dont je ne connais pas la nature par contre. Et bien voilà, notre reportage sur l'île de Guernesey touche à sa fin. J'espère que ce voyage vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'en savoir davantage sur toute la richesse de cette île, à seulement 2 heures des côtes normandes. Une richesse aussi bien historique qu'archéologique, où les hommes aiment à affirmer haut et fort être plus petits que la moyenne en raison du sang de fée qui coule dans leurs veines. Et où ils ont su préserver cette relation si particulière entre légende et réalité, gage d'un certain équilibre de vie. Nous tenions à remercier très chaleureusement M. Dary Laugier, historien et directeur des archives de l'île, pour sa passion de l'île et ses précieux conseils pour notre recherche. La Priaule Librairie, pour nous avoir permis de manipuler des livres rarissimes, voire uniques, qui nous ont permis de rendre tangible l'histoire si controversée de la sorcellerie du XVIe siècle à nos jours. Sans oublier les frères Nigel et Philippe Browning, gérants de cette incroyable structure qu'est l'hôpital souterrain allemand de Saint-Andrew, un bâtiment témoin de la folie démesurée des nazis durant la dernière Grande Guerre. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. À très bientôt.
Et au fait, vous vous souvenez du souhait que j'avais formulé à la table des pions? Eh bien, vous savez quoi? Je vous expliquerai pas le souhait tout simplement parce que pour l'instant, il s'est réalisé qu'à moitié. Mais en tout cas, ça part dans une bonne direction. Merci beaucoup.